Salut tout le monde, on continue évidemment notre journée MMA sur la chaîne Twitch de RMC Sport parce qu'on était avec l'un des plus grands coachs français de MMA, Daniel Warin. Si vous avez raté évidemment cette interview, on était dans la sauce avec Daniel, elle est déjà dispo en replay sur le YouTube RMC C'était cool, Sport. c'était plutôt cool. Et c'était très sympa, aussi bien la projection vis-à-vis de l'UFC Paris, le combat du 1er juillet de Benoît Saint-Denis, le combat de Mathieu Leto Duclos à l'Hexagone MMA qu'on diffusera sur RMC Sport et dont les premiers combats seront également diffusés sur Twitch samedi à partir de 19h. Mais on va parler maintenant, on va appeler ça une pépite, un prodige peut-être du MMA belge qui nous vient tout droit de l'AEF, évidemment. Phénomène, sensation, tu peux dire ce que tu veux. On a diffusé l'AEF, c'était le 1er juin, donc c'était il y a 2 semaines à peu près. Évidemment, Patrick Abirora qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci Patrick d'être avec nous. Plaisir partagé, hein. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Rappel contexte pour ceux qui suivent un peu le MMA de loin. Patrick, c'est la sensation du MMA amateur belge en ce moment depuis l'année dernière, championnat d'Europe, où tu as fini 2e médaillé d'argent au championnat d'Europe amateur IMAF, et où il a mis 4 KO de suite en 4 jours qui ont beaucoup fait parler sur les réseaux, et depuis ça a permis de faire monter la hype, et elle est méritée puisque depuis ça enchaîne des belles victoires, une ceinture à l'AEF dernièrement, d'autres ceintures, on en reparlera dans d'autres ligues amateurs à travers l'Europe. Vous le découvrez peut-être aujourd'hui ce nom, mais vous n'avez pas fini d'en entendre parler à mon avis. Exactement. Vous allez le retenir, hein. Par la force des choses, on va implanter le nom dans le MMA game. Et comme j'ai dit, moi je viens pour éteindre tout le monde. Donc voilà. 22 ans, je dis pas de bêtises. Ouais, 22 ans. Ah, okay. C'est ça, t'es de la nouvelle génération, t'es familier un peu avec Twitch ou pas du tout? Non, moi je suis pas trop sur Twitch, mais je vois un peu ce qui se passe, je vois un peu sur Twitter. Maintenant, je vois que c'est un peu le truc qui buzz en ce moment, donc let's go. Hein. Et réseaux sociaux, on sait qu'il y en a beaucoup de ta génération aussi. Je pense par exemple à Baki qui joue beaucoup avec ces codes-là. C'est important dans le MMA aussi de faire grossir un peu une communauté, une hype, presque parfois artificiellement, j'ai envie de dire. C'est ton truc aussi ou tu préfères simplement la cage? Non, bien sûr. Après, moi je pense que j'ai une grosse communauté sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, @MigiwaraZ5. Vas-y, on va mettre le lien là. On l'a glissé. C'est professionnel, c'est professionnel. Non, mais voilà. Merci. J'ai une grosse base, j'ai une grosse communauté, même sur Twitter, etc. Mais je pense que moi, la force qui s'est passée, c'est que ça a été dû à mes performances. J'ai pas nécessairement forcé le truc, etc. Twitter, ça est venu parce qu'ils ont vu les KO, les gens sont venus s'abonner. Instagram, pareil. Et donc, moi, je pense que maintenant, en 2023, dans le MMA, t'es obligé d'avoir des réseaux. Tu peux pas te dire, ouais, je viens, je combats. On n'est plus dans Never Back Down, tu vas dans une cave et tu vas combattre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le promoteur, il va pas te donner d'argent. Tu vois, il va te payer peut-être 800 €, un autre va te payer 5000 € parce qu'il ramène 100 personnes et en plus, il performe. Donc je pense qu'il faut avoir les deux. C'est le plus dur, mais tu peux y arriver, franchement. Et si tu as du mal, alors tu prends des gens comme moi qui vont t'aider, une équipe de management, plutôt qui vont s'occuper de tes réseaux et toi, tu t'occupes de la cage alors. C'est vrai que c'est ça qui est beau, c'est que lui, c'est les perfs. C'est pas artificiel, voilà, c'est pas une déclaration, c'est pas une interview. Moi, c'est ça que je voulais. Moi, c'est ça que je voulais en fait. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, même à un moment donné, je me rendais compte que sur Instagram, par exemple, il y avait l'époque des réels, tu vois, un peu comme les TikTok. Et je me suis rendu compte qu'un jour j'ai eu, je crois, un TikTok qui a fait 4 millions de vues presque, et j'ai dit c'est mort, j'ai pris plus de 25 000 abonnés avec ce TikTok, et j'ai dit c'est une dinguerie, moi je peux pas. J'ai dit mais moi je suis même pas encore légitime les gars. J'ai dit moi je me sentais illégitime d'avoir autant de reconnaissance alors que je trouvais que c'était avant les IMAF, etc. J'étais encore amateur. Mais je me suis dit là faut vraiment que je performe, faut que je fasse un truc de dingue. Je me suis dit vraiment, il faut que je fasse un truc qui s'est jamais fait dans les MMA, que ce soit en pro ou amateur. Je pense pas qu'il y ait un combattant qui a enchaîné en 4 jours 4 KO. Je pense pas que ce soit arrivé. Et en tout cas, l'IMAF, c'est un record. Je sais que j'ai fait le record du KO le plus rapide aussi à l'IMAF. 9 secondes. Et je sais que j'ai fait la performance de l'année. Donc voilà, moi, je suis content des objectifs et j'ai atteint mes objectifs de cette année. Et là, maintenant, je me retrouve légitime dans la place que j'ai. C'est la première réflexion que je me ferai, Flo, parce qu'on en a vu des fighters quand même, et tu sais que j'en connais beaucoup. Yash et ce jeune, c'est la première fois qu'on se voit, Patrick, qu'on est en interview avec toi. Il y a déjà un professionnalisme que certains pros n'ont pas. La gestion de savoir gérer sa carrière, les réseaux. Quand tu parles des IMAF, t'es encore théoriquement amateur, vu que c'est l'AEF. L'AEF, c'est encore. L'AEF, c'est un peu, on va dire, l'incubateur des futurs champions de demain. C'est la plus belle orga amateur en France. Clairement. T'es encore amateur, mais autour de toi, ça se professionnalise. En fait, clairement, moi, j'ai une équipe très professionnelle autour de moi, si je peux le permettre. Je vais te citer, moi j'ai mon community manager, c'est Mucho Management. J'ai une entité, un agent de presse qui s'occupe de tout ce qui est les médias, etc., les relations des médias. Je suis le premier athlète belge à avoir fait le JT, ce qui est le journal national, tu vois. J'ai aussi mon coach qui s'occupe de tout ce qui est la partie entraînement. J'ai un préparateur physique qui me suit. J'ai maintenant un diététicien qui me suit aussi parce que je vais avoir mon passage en professionnel. Et donc je l'annonce ici, 2024.
vous allez me voir dans le circuit professionnel. Ça, c'est bon, t'inquiète que c'était en gras la question, elle était en gras la question. Et comme je l'ai dit, moi, c'est clair et net, moi je viens pour tout défoncer. Ça veut dire que moi, mon but, c'est vraiment ligne droite. J'attendais le moment vraiment d'être à mon pic, vraiment de savoir que quand je passe en professionnel, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, je suis prêt. Tu t'en parlais, je rebondis sur la Belgique parce que c'est intéressant, comme tu me disais que tu as fait le JT. J'ai vu une interview où tu disais je veux être le premier à faire quelque chose de gros dans la MMA belge. Pour l'instant, il y a du monde, on peut citer des gens. Bien sûr, Keita, franchement, il y a Keita Lawson qui fait du sale. Du sale à Octagone. Du sale, c'est incroyable. Il y a beaucoup de noms qu'on pourrait citer. C'est pas une scène morte, mais il n'y a pas encore eu la grande star qui arrive très haut. C'est ton but? C'est ça je pense qu'en fait, en termes de performance, on a les gars qu'il faut en Belgique. Je pense qu'en termes de performance, on est là, que ce soit Movsar Ibragimov, mon gars, on vient du 5000, donc ça veut dire que moi, on vient tous de la même ville, d'un petit quartier. Il y a Steven Cheyou. 5000, c'est Namur, tu vois, c'est spécial. D'accord, très bien. C'est spécial en fait. Les gens, je sais que c'est pas une grosse ville en Belgique, mais quand vous regardez par exemple rien que l'équipe belge en MMA, sur les 7 derniers qui étaient aux Europes, on en a 3 qui viennent de Namur, pour vous dire. Et il y a 2 médaillés et l'autre a été médaillé au monde. Donc pour vous dire le niveau qu'il y a dans une petite ville, sur 3 athlètes. Et un des athlètes que tu citais, excuse-moi de t'interrompre, c'est Movsar Ibragimov, qu'on a fait sur Twitch, c'était avec l'Emu, juste avant l'AEF, qui combattait aussi à AEF et qui a été médaillé aux mondiaux amateurs. Comment t'expliques cette densité? C'est qu'il y a un club où vous avez tous ensemble? À la base, on n'avait même pas de club, mais c'est la dalle. Je te jure, non, en fait, on venait pas de Bruxelles, la capitale. Ça veut dire que nous, on n'avait pas de gym, on n'avait pas de gens qui nous exposaient beaucoup. Donc, ça veut dire que nous, on avait la dalle, on s'entraînait dehors, c'est bien, tu sais. Les gens, ils jouent dans l'agora. Toi, tu t'entraînes, quelqu'un, il a une paire de gants. L'autre, il dit, vas-y, je te tiens les palettes. Tu sais même pas tenir les palettes, tu vois. Moi, j'ai encore des vidéos de 2015-2016 où c'était hardcore, au quartier. Il y en a, ils donnent une technique. Après, on fait des combats dehors. Ça, c'était pas très légal. Mais tu vois ce que je veux dire? C'était marrant, tu vois, c'était marrant. C'était la jeunesse. Et ça fait plaisir de voir qu'on a tous évolué chacun dans son chemin. Mais on se retrouve tous pour représenter la Belgique, tu vois. C'est important aussi parce que la dalle dont tu parles, Daniel Warin a expliqué que ça devait être le moteur pour un combattant. Et quand tu avais plus de satiété, que tout allait bien, etc., tu perdais quelque chose. Et il fallait toujours être dans une situation quasi d'inconfort pour être vraiment un grand combattant. Mais clairement, moi je pense que c'est le truc qui fait la différence pour moi. Je pense qu'à un certain niveau, comme vous savez, mon coach il me dit toujours à un certain niveau, tout le monde est bon. Tu vois, tout le monde est techniquement bon, tout le monde a un cardio, tout le monde s'entraîne 2 fois par jour, tout le monde a un préparateur physique. Ce qui fait la différence, ça va être les détails, mais aussi dans certains moments, l'envie. Quand on regarde Volkanovski contre Brian Ortega, quand il sort de la guillotine, il n'y en a pas 36 000 des combattants qui vont sortir de là. Mais Volkanovski, il est champion. Et je crois que c'est une des raisons. Si pas la première. Et en fait, t'as raison, parce qu'en plus, quand il sort de la guillotine, en fait, il switch le combat. Non, mais c'est ça, je veux dire. C'est mort pour Ortega. Ortega le regarde et dit et ça arrive, franchement, moi, je peux donner un petit exemple. Ça arrive à plein de gens d'avoir des combats où c'est compliqué. Moi, je sais qu'il y a déjà eu des combats dans ma carrière où j'ai switché. Même, je peux en parler du dernier, par exemple. Tout le monde sait que, par exemple, le cutting, ça a été plutôt compliqué. Je suis arrivé, même malheureusement, c'est ça qui était compliqué ici. Je suis arrivé vraiment fatigué, etc. Avec les 6 heures de route, je pensais pas que j'allais avoir un impact sur mon corps. Et le combat, tu le commences plutôt. Allez, 50-50, mais après j'ai reçu un coup dans les parties un peu illégales. Le combat il a switché dans ma tête. Dans ma tête, je me suis réveillé dit, dans ma tête, je me suis dit je vais l'éteindre. Je sens une aura qui sort comme dans les mangas. Je te jure, tu sens un truc, une énergie qui arrive là, tu sais le nen. Tu te transformes en Saiyan. Ouais, tu sais super, Son Goku, la vérité. Super Saiyan. Tu reviens, frère, t'as le fluide, t'as les yeux qui vont vite. C'est tout. Après le mec il dort. Mais t'as raison. On pourrait citer Nassourdine Imavov qui a combattu là récemment contre Chris Curtis, qui disait qu'il essayait de prendre un peu plus de poids en ce moment pour la puissance et pour souffrir un peu plus dans le cutting. Parce que pour se mettre dans un truc un peu de danger dans le cutting, ce qui lui donne une plus grosse rage pour le jour du combat en disant au moment où je rentre dans la cage, j'ai souffert tellement les jours d'avant que vas-y, tu vas payer en face en fait. Alors qu'il l'avait plus parce qu'il était welter, il est passé chez les moyens, il perdait plus trop de poids et il avait plus ce truc de dalle. Donc tu vois, c'est très important chez les fighters. Et puis je pense aussi c'est d'où tu viens, l'histoire que t'as, tu vois. Si t'as grandi dans un confort, tu sais, avec une cuillère en argent dans la bouche, et pourtant ça veut rien dire. Parce que moi je connais des gens qui ont grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, mais ils ont une dalle, mon frère. Parce que justement, ils veulent prouver que même avec ça, il sera encore plus combatif que toi. Donc ça veut vraiment rien dire. Moi je pense que ton envie et ta faim, c'est comme on dit, le cœur du combattant, ça s'apprend pas. Pour moi, tu peux être coach comme tu veux, tu peux lui apprendre toutes les techniques du monde, mais le cœur d'un combattant, tu pourras pas lui apprendre. On fait le parcours un peu quand même, Flo, d'où vient Patrick. Vas-y. Raconte-nous comment tu arrives au sport de combat puis au MMA en général. J'ai l'impression, sans dire de bêtises, qu'il y a un passé de footballeur. Ouais, passé de footballeur. Et qu'il y a une journée porte ouverte. Ligament croisé. Non. Pas encore. Je rigole. Quoi, t'es le Remco Evenepoel du MMA? Non. En fait, en gros, bon niveau. En gros, en fait, si tu veux, j'étais à l'Union Royale Namur, donc c'était en nationaux, donc c'était en division 2. Donc je pense en France c'est Ligue 2.
le parallèle. Donc voilà, donc j'ai évolué en Division 2. On avait gagné la Coupe de Belgique, on jouait contre des équipes de D1, donc Ligue 1. On jouait notamment beaucoup contre le Standard, Anderlecht, etc. Et on avait vraiment un énorme niveau pour les jeunes. Donc l'équipe, tu parles U15 Ouais, non, même pas. Plus jeune, 13 ans, tu vois, 13 ans. Donc on avait un gros niveau. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à aller faire des tests pour la D1. Tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, dans l'équipe des 11, on en a 7 qui sont partis en D1. Et moi, un des tests avait été concluant. Sauf que mes parents, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient pas le temps de pouvoir me faire les allers-retours. Tu sais, Liège-Namur, c'est 1 heure. Liège-Bruxelles, c'est 1 heure. Ça veut dire que c'est 1 heure de voiture aller-retour. À 13 ans, c'est compliqué pour les parents. Surtout que tu sais bien, nous, on est des familles nombreuses. T'as capté, ça veut dire, frère, il n'y avait pas le temps. Il y a d'autres enfants à s'occuper. Ça y est, t'es pas seul. Ouais, voilà, c'est ça. Et le seul autre option, c'était que j'aille en internat. Sauf que ça, ma mère, c'était hors de question. D'accord. Tu vois, parce que déjà à l'école. Il y a centre de formation, c'est possible. C'est ça, mais j'étais déjà hyper actif et tout. Donc ça veut dire que moi, déjà à l'école, quand j'étais tout seul, là où il y avait ma mère qui me surveillait, j'étais hyper actif et vas-y, pour travailler, flemme. Alors là, elle savait que si elle me laissait tout seul dans un centre de formation, franchement, ça durait 3 mois. Franchement, et là, maintenant que j'ai grandi, je sais que j'aurais duré 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? Et donc elle m'a dit non, tu restes ici à Namur. Mais donc, comme je t'ai dit, sur les 11, il y en a 7 qui sont partis. Ça veut dire que l'équipe est redescendue de niveau. Et moi, étant un compétiteur avec un ego à la mort, ça m'a foutu la rage, donc j'ai arrêté le foot. J'ai arrêté le foot et j'ai rien fait pendant 1 an et demi, 2 ans. Je traînais dehors, tu vois, et rien de bon. Vraiment, tu sais, quand t'es jeune et que t'as rien à faire, en fait, voilà quoi, tu fais vraiment rien de bon. Et un jour, un ami m'a dit, ouais, tu sais quoi, regarde là, mon club, ils font une porte ouverte, tu sais, ils font beaucoup ça dans les clubs d'arts martiaux. Donc on doit inviter un ami. Comme ça pour le faire tester. Donc moi je teste le MMA et moi je me dis c'est charmé parce que je regarde le MMA tout de suite. Tout de suite. C'est la nouvelle génération, c'est ça. Tu sais que ça me tient à cœur ce truc là. Je teste le MMA tout de suite et moi je me dis c'est charmé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi je regarde à fond les mangas et t'as vu nous on aime trop se battre. Ça veut dire moi je me dis gros faut que je développe des nouveaux skills, tu vois. En fait je me disais je vais développer des nouvelles armes et tout, tu vois. Donc moi je me dis vas-y c'est charmé, tu vois, ça je vais utiliser. Et donc surtout moi je commence l'entraînement comme ça. Jamais je me suis dit j'allais être combattant. Mais jamais de la vie. Genre moi quand j'ai commencé je me suis dit vas-y je vais tu sais j'arrivais avec des shorts de foot et des maillots de foot, j'avais même pas de gants, tu sais les gants de chez Decathlon là, tu vois les gants rouges, les vrais, les rouges, les Domios là, tu vois, les premiers prix, j'avais des 8, tu sais, laisse tomber. Et puis et même ça s'entraînait, je t'ai entendu dire ça s'entraînait sur des parkings. Mais ça s'entraînait, mais tu vois en fait si tu veux nous on avait un, tu sais je sais pas comment ça s'appelle, les maisons de jeunes ou un centre sportif. Voilà, on avait des centres sportifs, mais t'avais pas vraiment des salles avec des rings, des gros sacs, des cages. Moi la première fois que j'ai vu une cage de ma vie, c'était en arrivant à Bruxelles. Ça veut dire que moi, on arrive, on s'entraînait là. Des fois, c'était fermé, on s'entraînait dehors. On avait un gars qui est venu nous prendre, Magamunayev. Il a fait pendant 1 an, il nous a pris son aile. Il nous entraînait même dehors dans la forêt. On allait courir, faire des sprints. Après, on faisait des palettes dehors et tout. Tu sais, vraiment les trucs à l'ancienne, quoi, tu vois. Vraiment à l'ancienne. Mais nous, tu vois, on vivait le truc. Tu sais, quand t'as 15-16 ans, tu vis le truc comme un film, tu vois. T'es là, tu prends commando, quoi. Ouais, tu prends ton sac à dos, on dit cours. Truc est une découverte. On dit cours 5 km, tu cours 5 km. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis après, petit à petit, je me suis rendu compte que vas-y j'aimais vraiment bien et le moment déclencheur ça a été vraiment Tarek Safieddine. Non, Tarek Safieddine, c'est le seul belge qui a été à l'UFC dans le top 10. Parce que ton coach c'est Tarek, c'est pour ça que j'ai compris. C'est ça, mais ils sont entraînés ensemble. En plus ils s'entraînaient ensemble, ils étaient partenaires d'entraînement et donc lui est venu donner un stage à Namur. Et donc moi j'arrive, c'est bien, puis j'étais un petit gamin de merde, tu vois. Donc ça veut dire que moi j'arrivais, j'écoutais pas trop quand le coach il donnait les consignes, je faisais les techniques, etc. Mais j'écoutais pas. Et à un moment il me dit ouais, refais ce que t'as fait là. Et je refais, et puis il me dit ouais, fais ça. Et en fait moi j'avais la capacité de tu me montres un truc et j'arrivais assez facilement à le faire. Et il me dit ouais, ça fait combien de temps tu fais du MMA? Je dis ouais, ça fait 3 mois et tout. Il me dit ouais, franchement c'est pas mal et tout, tu devrais essayer de pousser un peu plus et voir ce que tu peux faire là-dedans. Mais nous, tu vois, un mec du top 10 de l'UFC, il a été champion welterweight du Striker Force. À l'époque, c'était Daniel Cormier qui était champion, c'était le plus gros truc, juste avant l'UFC, tu vois. Je me dis, mais gros, c'est une dinguerie. Et là, je me dis, ça y est, je vais faire du MMA, tu vois. Mais tu sais, comme un gosse, tu vois, on dit un truc, vas-y, c'est bon. Mais je me dis, comment je vais faire? Parce qu'à Namur, je me rends compte qu'il n'y a pas de gym. Et là, j'entends parler des Red Kings à Bruxelles à l'époque. C'était un club où il y avait des gars comme Donovan Desmé qui était au Cage Warrior, tu vois. Et moi je me dis attends, Cage Warrior c'est là, Conor il venait à peine de partir. Ça veut dire que tu sais le Cage Warrior c'était the truc. Ça veut dire je me dis attends, à cette époque-là c'était un gros tremplin vers l'UFC. C'était vraiment the truc. Donc je me dis attends, ils ont des gars au Cage Warrior, ça à Bruxelles. Je dis c'est bon, c'est carré. L'histoire elle est faite, je prends mon sac à dos tous les jours, 1h30 aller, 1h30 retour avec le train, école. Et là je me dis c'est pas assez d'entraînement. Tu sais je commence à voir les mecs à l'UFC, je vois ils s'entraînent 2 fois, je fais quoi? Et je te jure c'est véridique hein.
Vraiment, c'était les histoires t'as Rocky. Je me lève à 6h du matin. Dans ma tête, j'étais Rocky, tu vois. Je mange des œufs. de se projeter comme ça. Non, mais je mange des œufs. Et tu sais, je fais quoi? Je vais à la salle, à l'ADEP, c'est des centres sportifs, tu vois. Je m'entraîne le matin en muscu. Je ne vais même pas faire de la muscu. Mais je voulais juste dire que je m'entraînais 2 fois par jour, t'as capté? Donc je vais le matin, je fais de la muscu. Ouais, pour le principe. Je m'entraîne au matin. Je me rappelle, j'avais un pote dans ma classe, il était aussi sportif de niveau en aviron. Et donc il s'entraînait avec moi. On s'entraînait genre à 7h jusqu'à 8h. On allait à l'école, on finissait. 16h45, j'avais mon train jusqu'à Bruxelles. J'arrivais à la salle, je terminais, je retourne chez moi vers 23h30 minuit. Et je regardais mes devoirs, je faisais comme ça. J'ouvrais, je fermais, je dors. Tu vois, et puis j'allais à l'école. Et ça a duré comme ça toutes mes secondaires, enfin mes 2 dernières années. Et puis après, dès que j'ai fini mes secondaires, j'ai eu mon CSS en général, parce que j'étais en général, moi j'étais en maths force sciences fortes, donc c'était chaud, tu vois, j'étais dans une école assez compliquée. Dès que j'ai eu ça, je suis parti à Bruxelles, j'ai pris un studio direct et j'ai commencé à m'entraîner à fond. Et la maman était d'accord là? Maman, elle a dit, t'as le CSS, je te laisse tranquille. Après, elle a quand même dit, ouais, fais l'unif. Je dis, ouais, t'inquiète. J'ai été une fois. C'est l'équivalent du bac, je crois. Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent du bac. C'est l'équivalent du bac. Elle m'a dit après, ouais, va à l'unif. Je dis, ouais, t'inquiète, j'ai été une fois, je suis plus jamais retourné. Et depuis, comment tu vis? En fait, j'ai commencé à coacher à ma salle. D'abord, pour commencer, j'ai commencé à coacher. En même temps, je m'entraînais, je coachais, etc. Et puis, petit à petit, à force des combats maintenant et des performances, etc., je commence à avoir des sponsors. Et donc maintenant, moi, là, j'ai complètement arrêté de coacher. Donc, je me consacre totalement à ma carrière. Donc, c'est vraiment une vie de professionnel, quoi, tu vois. Oui, et t'es pas dans un truc où à la fin du mois, tu grattes s'il y a de l'argent? Non, ça va. Pour l'instant, tu vis comme ça. Pour l'instant, je vis, tu vois. Là, cool. Pour l'instant, je vis bien et j'ai pas besoin d'être millionnaire maintenant, ça m'intéresse pas. Et même si maintenant on me proposait, je voudrais pas parce que je sais que si t'as trop d'argent, après un moment, quand t'es trop jeune, tu vas trop te reposer sur tes lauriers, tu vois. Là, je suis très bien comme ça. J'ai assez d'argent pour pouvoir partir quand je veux en camp, quand je veux partir en vacances et pour pouvoir m'habiller et manger, c'est tout, c'est bon. Mais t'as toujours faim. Mais de toute façon, c'est la notion de confort. Hein. C'est ce que dit Daniel, c'est ce que dit Conor McGregor quand il prend 100 millions face à Mayweather. Après, il est plus tout à fait le même parce qu'il est dans un confort. Bien il faut toujours avoir cette faim. Bien sûr, c'est ça, faut pas trop avoir. Mais c'est génial d'entendre ça, c'est réflexo perso, mais c'est génial. C'est intéressant. De la part aujourd'hui des sensations amateurs de voir qu'ils sont déjà à ce niveau de professionnalisme, je peux vous dire que dans 10 ans, on va avoir des phénomènes dans les cages parce que la génération d'avant, ils n'avaient pas ce professionnalisme. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas ça et c'est ça le truc. Et je pense qu'il y a des mecs, franchement, la vérité, faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais des fois, il y a des mecs comme moi je parlais même avec lui à l'AF, Morgan Charrière, c'est des mecs qui ont ouvert une porte, en tout cas pour le milieu francophone, sur comment un peu ça marche la MMA. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, je regardais ces vidéos, les entraînements, la régène, comment aller les cuts, comment faire avoir un manager, des vidéos, comment promotionner sur les réseaux sociaux. Avant ça c'était pas trop à la mode. Et maintenant on en a plein, on a des Ramzan Djembiev, on a des Saladin, on a plein de gens maintenant qui nous montrent un peu le chemin. Et moi en fait au lieu de vouloir être en compétition avec eux, moi je suis plus en mode, franchement pour moi il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Tu vois. Tant que tu restes à ta place, il y a de la place pour tout le monde. Je suis en compétition avec personne, qu'avec moi-même. Mais je sais que je vais être le numéro 1. C'est juste le seul truc, tu vois. Je sais qu'on l'a reçu ici, mais on se rend pas compte de. Morgan Charrière a eu un énorme impact sur bien sûr, moi je peux le dire. C'était le premier. C'est le premier qui était populaire sur les réseaux sociaux. Plein de jeunes, il a donné plein d'envie en fait. Il y en a, ils ont du mal des fois à rendre, mais il faut juste le dire. C'est comme moi personnellement, regardez, j'ai pas un problème à le dire. Mais genre, des gyms comme le NR Fight où j'ai été avec Johnny, des gyms comme le MMA Factory, ça m'a permis de me dire. Johnny Frachet, ça m'a permis de me dire, ah ouais, ok, là c'est comme ça que tu dois t'entraîner quand tu t'entraînes à 10h. Ouais, putain, là il y a plein de sparring partenaires, c'est comme ça que tu fais. C'est plein de trucs comme ça. Et je pense que nous, en Belgique, maintenant, on a la connaissance. Mon coach, par exemple, c'est le coach de l'équipe nationale, il a énormément de connaissances, mais des fois, on manque de sparring partner en Belgique. Et de se dire que dans un pays juste à côté limitrophe, il y a ça, pourquoi en France c'est aussi développé, en Belgique moins? Et là, je pense que c'est là qu'on doit se poser les questions et essayer de vraiment faire développer le truc parce que le talent, on les a aussi en fait. Ouais, bien sûr, c'est évident. Tu parlais de sources d'inspiration, de Morgan qui a défriché peut-être un peu. Est-ce que tu avais des sources d'inspiration de combattants auxquels tu voulais ressembler ou qui t'ont inspiré pour des techniques ou pour le style ou pas forcément? Ouais, bien sûr. John Jones. John Jones? Ouais, John Jones, c'est mon idole. John Jones, c'est le mec, et c'est même pas parce que il y a plein de gens qui me disent ouais, des fois tu le ressembles et tout. Même avec la vidéo là, quand j'ai mis une soumission là, c'était hardcore. Ce que j'allais dire, t'as mis une guillotine debout. Ouais, c'est ça. J'ai mis tous ceux qui mettent une guillotine debout, c'est un hommage à John Jones. Ouais, c'est ça. J'ai mis la guillotine debout. Le pire, c'est que c'était vraiment exactement la même position. Le mec est tombé endormi de la même manière et donc voilà. Puis c'est une ressemblance physique, tu vois. Donc ça veut dire que là, les gens ils sont devenus fous. Et il y a un mec qui a fait un montage, tu vois, en mettant moi, John Jones, moi, et on voyait vraiment la même chose. Mais moi, c'était vraiment le style de combat. Être agressif, tu vois. D'accord. Agressif, vraiment venir l'instinct tueur. Pour moi, quand tu fais du combat, du MMA, tu dois pas venir pour faire des décisions. Moi, une décision, ça m'énerve.
La seule fois que je gagne la décision, je pète un câble dans ma tête. Tu sais que dans le vestiaire, je suis vénère. Je me dis putain, je l'ai pas fini, ça m'énerve et tout. J'aurais dû trouver une faille. Pour moi, tu dois trouver un échec et tu dois finir le combat, mon gars. En fait, pour moi, une décision, ça fout la rage. C'est que si vraiment c'est des combats, tu sais, et même si c'était pas une décision, mais les Rory McDonald, Robbie Lawler, c'est des combats de dingue. Ou voilà, ok. Mais sinon, quand c'est un combat où tu domines, tu dois terminer le mec. C'est marrant que tu aies parlé d'échecs et maths, parce que j'ai aussi vu une interview de toi où tu disais le MMA c'est des échecs. Ouais. Moi, j'attends juste de trouver la faille chez l'adversaire, comme on peut trouver aux échecs le moment où il va faire le mauvais coup qui permet moi de mettre toute ma stratégie en place pour terminer. C'est ça dans ta tête, le MMA c'est des échecs? En fait, pour moi, comment je combats, c'est-à-dire que je suis très stratégique. Les gens pensent que je mets KO comme ça, mais je suis très stratégique. Mais juste, fais pas d'erreur. Fais pas d'erreur. Parce que si tu fais une erreur et que je la vois, mon gars, tu vas dormir. La vérité, si je le vois, je sais que j'ai la capacité de pouvoir éteindre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, moi, je fais mon combat, je suis stratégique, je suis à l'aise dans tous les compartiments. J'ai pas de compartiment dans les MMA où je suis pas à l'aise. Donc moi, je fais mon game plan. Mais dans mon game plan, à un moment donné, tu vas faire une erreur. Parce que tout le monde fait une erreur. Et à ce moment-là, c'est à moi de trouver l'erreur. Mais dès que j'ai trouvé ton erreur, vous avez vu, quand je trouve l'erreur, voilà. Justement, si on continue le parcours, on en vient quand même à cette année 2022 qui fait exploser. Donc, c'est championnat d'Europe. Exactement. 4 KO de suite, je le disais. Le premier en 9 secondes. Et dès le premier, c'est là que ça fait le buzz parce qu'en fait, l'IMAF, donc la fédération qui organise ces championnats post le KO, c'est un KO record pour leur compétition. Et Patrick retweet ça en mettant c'est moi wesh. Ouais, c'est ça en fait. Et là bien sûr il y a l'effet boule de neige sur toute la communauté MMA francophone. Laisse tomber. Comment tu l'as vécu ça, parce que t'as explosé d'un coup. On a parlé de toi tellement fort en 4 jours là. Le truc c'est qu'en fait faut prendre un petit 2 mois en arrière. 2 mois en arrière, je pense que j'ai combattu pour ma première ceinture internationale contre Alvid Dessoyev. Un maintenant qui est devenu un frérot à moi, un Tchétchène. Et en fait, si vous voulez, c'était lui le boogeyman de la Belgique en 77 kilos. Il était sur un 9 combats, 8 KO, personne ne veut l'affronter. Tu sais, le Tchétchène, le Khabib, quoi, t'as capté, il ragdolle les gens, en plus il met KO. Donc. Et en fait, moi, je me rappelle ce combat-là, tout le monde m'a dit, tu vas perdre. Mais quand je te dis tout le monde, c'est-à-dire que même des potes à moi, des gens avec qui je m'entraîne me regardaient et disaient ouais gros t'es sûr de le combattre. Bonne chance quoi. Genre des trucs comme non mais vraiment mais tu sais des amis tu vois. C'est dur quand même l'entourage. Et en fait moi à partir d'un moment tu sais ça m'a donné un truc d'orgueil en mode les gars genre je sais pas si on peut le dire ici mais je suis pas une t'as capté. Mais vous croyez pas en moi donc j'y vais quoi. Vous me prenez pour une t'as capté. Ouais je suis pas une salope gros. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit vous êtes des fous. Donc tu vas. Je me suis dit mais il a 2 bras 2 jambes il saigne comme moi qu'est-ce que vous me racontez? Et mon coach chez moi en fait c'est là que mon coach même je le remercierai jamais assez parce qu'il a toujours été là pour moi, tu vois. Dans ces moments-là, moi, j'étais pas encore là, j'étais pas encore le Patrick Evra que tout le monde parle. Et pourtant, il m'a dit, gros, tu vas le battre. Et il me fait un game plan de dingue, on s'entraîne comme des chiens. On arrive là. Mais en plus, je venais de battre un gars de la haute school, le Nicolas Nird, en plus. Je l'avais étranglé au premier round. Et là, je suis en confiance, je me dis, ça y est, let's go. Et on fait 5 rounds de guerre. 5 rounds pour la ceinture du versus. Premier round, il arrive, il me ragdolle direct. Il m'envoie. Frère, tu sais, je fais Airways. Je vole comme ça. Je me dis, ah ouais, c'est chaud. Ragdoll, que j'explique aux gens qui connaissent pas, c'est qu'en gros, tu t'en sers d'adversaire comme une poupée, quoi. C'est ton je me suis fait mêler. En gros, si tu veux, vas-y, gros, je t'ai une serpillère. Je sais pas si tu. Premier round, je t'ai une serpillère. Deuxième round, je reviens. Deuxième round, bam, bam, ça se pète. Troisième round, il prend. Et le troisième round, tu sais, je regarde mon coach, je dis, let's go. Quatrième round, je lui fais la guerre. Cinquième round, je lui mets un knockdown. Boum, le protégeant, il part et tout. C'est la première fois que je frappe quelqu'un vraiment. Et sa tête, elle part, il chancelle et son protégeant, il vole. Et en fait, à la décision, on met perdant. Déjà toute la salle qui commence à crier. Moi, j'étais sûr d'avoir gagné. Lui était sûr d'avoir gagné. Franchement, c'est 2 rounds. Et puis t'en as un, c'est hyper serré. Ouais. Mais... En fait, en regardant le global du combat, même avec les Championship Rounds, normalement, tu te serais dit que j'aurais gagné. Et puis d'autres diraient que... Et donc voilà, c'est une décision serrée. Je suis un amateur, je m'en fiche, je suis passé au-dessus. Ouais. Parce que maintenant, on est même devenus amis. Il est dans l'équipe belge, il était en junior aux Europes. Et malheureusement, il n'a pas fait de résultat, mais voilà. Puis c'est l'intérêt des amateurs, parenthèse, c'est qu'on peut perdre. C'est de la formation, c'est pas grave. Le zéro, voilà. Garder son zéro, être invaincu chez les pros, ce sera plus tard. C'est ça, Pour l'instant, on peut perdre. C'est ça, mais en fait, dans ce combat, j'ai tellement gagné. Dans la confiance en moi, déjà de me dire, mais gros, je suis là, en fait. De deux, les gens... Tout le monde, le respect que j'ai eu en Belgique était inestimable. Genre les gens se sont vraiment dit ah ouais en fait Patrick il vaut ça. Parce que là j'ai vraiment vu ce que j'avais en moi tu vois parce que tu sais quand tu as fait 3 premiers rounds ou ces 3 premiers rounds t'en prends que 1 et tu t'es fait serpillère pendant 2 rounds.
et que tu reviens le 4e et 5e et que tu... Il faut en avoir là-dedans pour revenir fort. Je me suis dit, ça y est. Et en fait, de là, j'avais tellement la rage d'avoir perdu alors que j'avais fait tellement un travail sur moi-même et d'avoir vu que c'était injuste, etc. Que frère, je me suis entraîné pendant les vacances, mais comment... Mais tu sais qu'à l'entraînement, les KO, ils commençaient à pleuvoir. En fait, t'arrives aux IMAF, t'es remonté à bloc. Mais tu vois les KO à l'entraînement, moi je te dis les KO qui s'est passé. Et c'est même pas en mode on va au KO, c'est juste que je commençais à faire des sparring en anglaise avec des mecs de boxe anglaise. Pouf, ça tombe. Et ça tapait. Pouf, ça tombe. Mais tu sais, des sparring durs, hein, appuyés. En anglaise, c'est... Donc c'est ça le switch, parce que je dis pas de bêtises, avant le premier KO en 9 secondes aux IMAF, t'as jamais mis de KO dans ta carrière. Jamais. T'as fait que des soumissions jusque-là. Que des soumissions. Et d'un coup, t'ouvres la porte en fait. Et d'un coup, à l'entraînement, il commence à avoir des trucs qui se passent de ouf, tu vois. Et mon coach, il me dit rien. Frère, j'arrive aux IMAF, un film. Mec, je check le mec, j'envoie une bastos, j'entends pas. Je vois le mec. Premier coup de la compète. Je vois le mec, il descend, il remonte, je lui remets une droite. Le type, il bouge plus. Mais tu sais qu'il bouge plus pendant 3 minutes. Hein. Le mec, il est au sol. Moi, je vois les médecins et tout. Et tu sais, mon coach, il arrive. Il me dit, ouais, ça va et tout, nanana. Parce que tu sais, les gens, ils deviennent fous dans la salle. Moi, j'arrive, je le regarde comme ça. Je dis, voilà, je vais tous me les faire. Je ne touche pas, ça c'est rien. Je dis, voilà, célèbre pas. Je dis, on célèbre rien. On célèbre à la finale. Non, je dis, on célèbre rien. Je vais tous me les faire. Je dis, ça c'est rien. Et en plus, sur TikTok, il y avait quelqu'un qui avait pris une interview où j'expliquais ça, tu vois. Mais il avait sorti de ce contexte. Et donc, ça faisait 2 millions de vues. Et là, je disais, ouais, il a mis un KO de 9 secondes. Il dit, ça c'est rien. Mais dans le contexte, quand tu vois l'histoire, tu comprends ce que je veux dire. Je suis arrivé et moi. L'étape d'après. C'est le premier combat sur 5. Comment tu veux que je célèbre et que je commence à me mettre torse nu? C'est impossible, tu vois. D'autant, raconte-le, parce que c'est intéressant pour nos viewers qui savent pas ça. Ouais. Les IMAF, les championnats amateurs. En fait, c'est des compètes, donc il est en welter, il est en moins de 77 kilos. Patrick, tu dois faire le poids tous les jours. Tous les jours, tous les matins. Tous les jours, tous les matins. Et ça, c'est compliqué parce qu'en gros, si tu veux, on faisait chaque fois un petit cut de 1 kg, 1,5 kg, 2 kg. Et donc, en gros, ça veut dire que tu combats. Je te jure, c'est un film. Tu combats, tu finis de combattre, je bois juste une petite bouteille d'eau. On doit attendre, allez, j'attends. Je mange direct parce que sinon, je vais être en chute de tension. Je mange un petit poisson, un peu d'épinards. Et là, t'attends, franchement, tu te pèses déjà. Tu essaies de dormir parce que sinon tu sais que tu vas avoir faim. Et au soir, si tu peux vraiment, que t'es pas trop loin, tu peux prendre un petit yaourt ou quoi, mais après tu vas déjà commencer à cutter. Tu recommences à cutter et en plus tu apprends ton adversaire à ce moment-là. Ça veut dire que ton adversaire, tu sais, aller à 14h, celui de demain, tu vois. Et dès que là, ton coach il dit bon, on va faire la stratégie pour demain. Et toi, t'es là, ok. Et donc on dit, et tu sais, on te dit soit c'est un lutteur, soit c'est un chic. Et toi, t'es là. Parce qu'en plus, moi, j'ai eu tout eu. J'ai eu d'abord le mec là, c'était un tchèque, c'était un striker. Puis j'ai eu Arturo, c'était un mec d'Espagne, c'était un des favoris du tournoi. Puis j'ai eu un black belt qui venait d'Israël. Tu vois, ils sont chauds au sol, tu vois. Et puis après, j'ai eu un galop aussi qui était ceinture violette. Ça veut dire que j'ai eu tous des profils différents. Tous les styles différents. Et à chaque fois, tu dois t'adapter. Et en fait, t'arrives en finale, t'es mort physiquement après. En fait, voilà, ce qui se passe en finale, et c'est vraiment une dinguerie parce que c'est extrêmement marrant. Et c'est là que l'histoire elle est belle et elle est spéciale. C'est que je suis arrivé en finale, le corps il est vraiment fatigué. Tu vois, franchement, après 5 combats, il est fatigué. Mais ce qui se passe, c'est que le mec, on commence le combat, qu'il veut mettre des takedowns. Tu vois, il veut pas rester debout. Moi, je sprawl. Je fais au moins 5 ou 6 sprawls. Hein. Le mec, il m'amène pas. Sprawl, c'est contrer l'amener au sol. Contrer l'amener au sol, tu vois. Il m'amène pas. Tu sais, à un moment, il y a une photo où je sprawl, mes genoux sont là, le sol est là. Donc je suis parallèle au sol, je suis en l'air. Et le mec, tu vois, vraiment, je voulais pas. Je disais, gros, on va rester debout. Tu vois, on va rester debout. En fait, je vais continuer mes KO. Je pouvais aller au sol, mais je dis, gros, là, je suis sur 4 KO. Laisse-moi finir ça bien, tu vois. Et lui, il force et tout. Et puis, en gros, si tu fais un moment, il réussit au deuxième round, je pense. Mais juste avant, je venais de lui envoyer un crochet droite. Et tu sais, il avait un peu et j'ai vu ses yeux, il a dit c'est maintenant ou jamais, tu vois. La tendance du combat commençait à changer. Et moi, je sentais que là, ça allait être chaud pour lui parce qu'il commençait à fatiguer. Et en fait, quand il m'amène, si tu veux, moi, je suis en. Donc, en gros, si tu veux, la demi-guerre, c'est quand tu croises tes jambes autour d'une seule jambe et t'es sur le dos. Tu vois, donc t'es sur le dos, t'as une de ses jambes entre tes deux jambes. Et en MMA, tout le monde va savoir, c'est que des fois, pour passer, tu mets juste une petite pression d'épaule sur la nuque et tu passes la garde. C'est pas une pression pour t'étrangler parce que t'es pas étranglé des deux côtés. T'es étranglé que d'un côté. Tu vois ? C'est pour te permettre de passer la garde, donc de passer la deuxième jambe. Voilà, de passer la deuxième jambe, mais ça fait juste mal. Mais la vie de ma mère, c'est pas j'ai dormi. La tête de ma mère, c'est pas j'ai dormi. T'as dormi. Mais tu sais que le pire, c'est que moi, je t'explique ce qui se passe dans ma tête. C'est que moi, je suis dans ma tête, je suis là en train. En fait, moi, dans ma tête, je suis en train de défendre. Moi, dans ma tête, je suis en train de défendre la technique. Ça veut dire que là, je suis en train de dormir. T'es conscient, mais je suis pas. Non. Je suis pas conscient. Je suis en train de rêver du combat, mais je dormais. Moi, je rêvais que je suis en train de défendre. Donc là, tac, je défends. À un moment, j'entends. Quand je l'arrive, il dit ouais, t'as dormi.
Je sais quoi? C'est dingue. Hein. Et en fait, moi, quand il bouge, tu sais que même sur la vidéo, les gens ont vu la vidéo, on dirait pas que je dors. Parce que je suis là, mes bras bougent un peu, puis j'ai les yeux ouverts. Mais puis, t'es plus là. Mais je suis pas là. Et donc, les gens savaient pas. Et mon coach, à un moment, il remarque que je dors. Et tu sais, il dit à l'autre corner, il dit non, attends, dis rien parce qu'on sait pas s'il va se réveiller. Donc, moi, le mec, il relâche un peu la pression, je me réveille. Il remet la pression, je me rendors. Donc, mais les yeux ouverts, mais c'est un film. Et donc quand le mec lâche sa pression, moi, je me rassieds direct en mode qu'est-ce qui se passe? Et mon coach, il me dit ouais, il arrive, il dit ouais, t'as dormi. Et moi, tu vois, dans ma tête, tu peux me dire que je me suis fait mettre KO. Je me suis fait mettre soumettre, mais genre, je savais que j'étais dans un triangle même. Parce que j'aurais accepté de dormir. Tu vois, je m'en fous, je tape pas. Vas-y, dors, je dors à l'aise. Mais dormir sur ça, tu vois, dans les vestiaires. De même pas en avoir conscience. Tu vois, les vestiaires. Ah, les vestiaires, ils étaient cassés. Hein. J'ai tout fracassé, je suis devenu fou. J'ai dit, mais non, tu peux pas me faire ça. J'ai dormi sur ça, mais je comprends pas. J'ai à l'entraînement, t'as des mecs de 100 kilos, ils mettent des pressions. Et en fait, mon coach, il dit, je sais pas, gros, peut-être la fatigue des 5 combats. Les gens me disent vraiment, je crois que c'était la fatigue. Il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de facteurs, tu sais pas. Mais j'ai dormi. Et c'était genre, tu sais, le truc des IMAF, genre la dinguerie, quoi. Personne s'y attendait, et même moi, le premier. Et plus la petite histoire, c'est que j'ai directement eu un test antidopage et le mec, genre, j'avais envie de lui dire, mais va te faire un... Gros, t'es là, tu me parles de dopage, je suis là, je viens de le perdre. J'avais trop le seum. Et moi, j'arrive, je vois mon adversaire dans le test antidopage aussi. Je dis, toi, viens, on fait une revanche dans 2 mois. Bon, la ceinture Evolve, tu vois. Tu vois, là où j'ai soumis. Je dis, gros, viens, on fait une revanche. Oh là, je te prends. Il me dit, non, gros. Il me dit, non. Et lui, il est passé pro direct après, l'enfoiré. Parce qu'on lui avait proposé, mais il a dit non. Et c'était comme ça. Et c'est d'ailleurs, puisque t'en parles, t'enchaînes. Donc ensuite, derrière ces IMAF, tu seras champion à l'Evolve. J'ai eu champion au Levels Fight League à Amsterdam. C'est ça. Champion à l'AEF dernièrement, on l'a vu avec un combat qui est déjà un peu hypé contre Théo Boudin, qui va arriver à l'AEF 4, si je dis pas de bêtises. Ouais, pas de bêtises. En tout cas, c'est ce qui était un peu dans les plans. C'est cool, non, de se dire aujourd'hui, quand je vois la scène amateur en Europe, moi j'ai l'impression que c'est trop cool pour vous parce qu'il y a des possibilités de fighter partout, d'aller faire des combats pour des ceintures partout. Tu vois, par rapport à une époque. Même si t'es pas encore pro, t'as l'impression de te développer comme un pro, non? Ouais, c'est ça, j'ai l'impression de me développer comme un pro, j'ai l'impression aussi que les promoteurs me font confiance, et je pense aussi que les promoteurs, ils savent sur qui ils prennent, tu vois. Moi, ils savent que quand ça vient et que je viens dans l'organisation, ben voilà. Evolve, le mec, je l'ai endormi en 30 secondes. La vidéo, elle a fait 2 millions de vues, je crois. C'est la guillotine de la guillotine John Jones. AEF, j'en parle même pas. Le nombre de repartages. Même, on a le KO AEF, non? On n'a pas le côté si on veut le montrer. Il y a vous tous, vous avez tous partagé. Et là, c'est culturel. Il y a tout le monde qui a partagé sur les réseaux. Là, on voit 200. C'est quoi, 220 000 220 000 je crois que c'était 220 000, ouais. Ouais, et puis il y a d'autres pages où il y a plus. Parce que c'est comme non, il y a d'autres. Voilà, les gens, ils savent. Tu l'as, il est à l'image? Ouais. Bon bah voilà, vous pouvez voir que ça éteint vite la lumière. Ça c'était à Rennes donc pour l'AEF le 1er juin. J'avais dit premier round. Oh, elle est incroyable ça. Elle est annoncée, elle est belle. Et donc je disais, il y a ce Théo Boudin qui rentre dans la cage après. Moi j'hallucine presque de se dire qu'aujourd'hui on a des combats amateurs qui sont hypés plusieurs mois à l'avance. C'est-à-dire que j'ai envie de voir Abiro Rabo. Mais dans le chat aussi, Batian qui disait c'est quand la prochaine fois j'ai envie de le voir ce combat, alors que c'est un combat amateur, je suis plus hypé que certains combats pro. C'est cool d'avoir fait ça, non? La vérité, regarde-moi, Willy c'est mon gars. Willy, moi je suis là, je suis chaud pour prendre tout le monde. C'est-à-dire que dès que j'ai vu qu'il y avait le truc là sur FC et que le mec il a fait deuxième. En fait, c'est le premier français là, Axel Afandari, parce qu'il a battu Théo Boudin. Et je vois, ça met numéro 2 d'Europe, c'est moi le numéro 1 d'Europe. Je dis gros, tu sais il est où le numéro 1? Viens, on se la met. Je vois, ça veut pas, je prends le deuxième. Tu vois, moi j'ai dit à Willy, tu mets n'importe qui, je suis chaud. Et je peux te dire, mais tu le sais, Willy il t'adore. Hein. Pour ça, il m'a dit, Patrick. Willy il m'a dit, Willy, moi j'ai dit Willy, mon gars, moi je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il est monté dans la cage, tu vois. Arrête, c'était marrant, la vérité, je vais pas te mentir, moi c'est marrant, ça m'a fait rire et tout. Parce que, tu vois, j'ai vu, franchement, dans ma carrière, les gens ils se rendent pas compte, mais moi j'ai presque 28 combats. Sur Tapologie, il y en a, je crois, 7 qui sont pas mis. Ça veut dire que déjà sur Tapologie, j'en ai 21, mais tu rajoutes. Ça veut dire que même dans les mecs que j'ai affrontés des mecs qui ont fait vice-champion du monde de sambo que j'ai battu. C'est pas ici que je vais avoir peur. Hein. Ah, mais c'est pas là que je vais avoir peur. C'est génial parce qu'aujourd'hui, on a créé avec quelqu'un comme Patrick, en fait, quelqu'un qui est pas encore pro, a déjà un suivi, tu vois, peut déjà faire des médias, déjà des fans sur les réseaux partout. Alors qu'à une époque, l'époque des premiers IMAF, je peux citer en français des Axel Sola, des Manon Fiorot qui a été championne du monde IMAF, on leur donnait pas l'heure aux IMAF à l'époque, personne n'en parlait. C'est les performances, je pense qu'il y a personne qui a mis des KO comme ça aux IMAF. Tout à fait, mais la vérité. Mille tes performances plus l'écosystème du MMA aujourd'hui francophone, en Belgique comme en France, qui met en avant des gens, c'est clair. Et ben ça permet d'avoir des gens comme Patrick qui, avant d'être pro, sont déjà des stars entre guillemets, donc ça va vachement aider ton début de carrière pro. Bien sûr, il y a même
pas beaucoup de gens qui ont autant de followers sur les réseaux. Déjà en amateur, je pense qu'il n'y a personne. Et alors même en pro, je sais que je suis beaucoup plus exposé que pas mal de pros. Et je sais que ça peut porter à confusion pour certains. Mais après, comme je le dis, c'est les performances, les gars. Tu viens, tu fais des décisions, c'est bien. Les gens, ils aiment bien. Tu as fait peut-être même champion, c'est très bien. Mais on va pas retenir ton nom dans l'histoire, tu vois. Tu viens, tu choques les gens retiennent dans ta tête Conor McGregor, son run, c'est parce qu'il a choqué tout le monde. Tu vois, que ce soit Adesanya, c'est pareil. C'est des runs Pereira, c'est pareil, c'est des runs où il choque. Ah, mais McGregor, c'est pas du tout la même aura s'il fait une décision accrochée contre Aldo au lieu de le coucher en 13 secondes. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a des gens, ils comprennent pas qu'il y a un facteur X. Tu vois, le facteur X, c'est tu restes dans la tête des gens. Et pour rester dans la tête des gens, il faut choquer. Et si t'as pas ce truc-là, tu l'as pas. Et si tu l'as, c'est tout. Il y a 3 points que je voulais. Vas-y, Flo. Est-ce qu'il y a déjà un plan de carrière? Parce qu'on demande, c'est une question qui vient de beaucoup, de Youssouf par exemple, de Je suis pas non. Est-ce qu'il y a déjà un plan de carrière déjà dans le passage vers les pros et des petits rêves en termes d'organisation? Je crois que l'AEF aussi lancera une organisation. Ils vont faire des combats pro mixés avec les amateurs. Enfin, il y aura des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une date en tête déjà pour un passage pro ou c'est vraiment combat après combat et on verra? Écoute, t'as dit 2024 tout à l'heure. Écoute, moi j'ai dit 2024. Ce qui se passe, c'est que là, AEF, j'ai été au boudin que je dois éteindre, que je vais éteindre. En octobre normalement. Ouais, en octobre. Donc ça, j'annonce. Après, il y a les Europes en septembre de l'IMAF que je vais refaire et il y aura les mondes. Fin d'année, les mondes. Ouais. Fin d'année. Et donc 2024, ce sera l'année où je passe pro. C'est l'idée de devenir champion d'Europe? C'est l'idée de prendre un titre IMAF ou deux. Ouais. Ou deux. Pas avoir cette frustration de la médaille d'argent de l'an dernier, quoi. Prendre un titre IMAF ou deux. Et après, ça commence où? T'as déjà des idées? Parce que je peux t'annoncer tout de suite qu'il y a plus d'une orga française qui serait très content d'avoir le premier combat pro de Patrick Abirora. Sans citer de nom, mais tu les connais tous. Je peux te dire que tout ce que je peux dire, c'est que je pense qu'on a presque toutes les orgas européennes qui nous ont déjà contactés. Qui nous ont déjà contactés, moi et mon coach. Et que ce soit des européennes des plus grosses aux plus petites. En France compris? Arès, Hexagone, MMAGP? En France compris, tout. Ça te donne envie? Commencer en France, ça te dirait ou pas? Moi je peux rien dire. Moi je fais rien dire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a déjà été contacté et que ça va bien se faire. Et t'as été contacté par RMC Sport, on a toutes les orgas. T'as été contacté par au-delà? Ouais, de toute façon, il sera chez nous quoi qu'il arrive. Je vois pas. Et tu disais contacté par toutes les orgas européennes, mais t'as été contacté par des orgas au-delà de l'Europe? On a déjà des trucs au-delà de l'Europe. Okay. On a déjà des trucs au-delà de l'Europe et tout ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, ce que je vais faire, c'est qu'en pro, en tout cas, je sais que les premiers combats pro, en tout cas les 2-3 premiers, ce sera pour me faire la main. Ouais. D'abord, ce sera pour me faire la main et ensuite, on signera dans une organisation type. Quand je dis type B, c'est du style, tu sais, tout ce qui est juste en dessous de l'UFC. D'accord. On va dire des trucs comme ça. Ouais, des trucs comme ça. Arès en France, on peut citer. Type B, voilà, du type B. Ce sera le type de carrière que je ferai en tout cas. Et l'idée finale, on est d'accord? L'objectif, c'est l'UFC depuis que tu as 17 ans, je crois. Moi, c'est l'UFC. Moi, c'est l'UFC. Il n'y a pas de... Je peux passer par autre part, par Chic, par Chag, mais je veux la finalité UFC. Quitte à, si au bout de 10-12 combats pro, tu fais un bon début de carrière pro, l'UFC arrive avec 12 000, le PFL arrive avec 100 000. Tu prends l'UFC? L'UFC arrive avec 12 000 et le PFL arrive avec 100 000. Ça dépend j'ai quel âge. Ça dépend j'ai quel âge. Moi, je pense... Toi, tu gagnes, donc on va dire 24. Allez, okay. En fait, c'est toute une question d'âge. Tu prends l'exemple de Cédric Doumbé parce que c'est ce que tout le monde en parle. Il a 30 ans, je crois, ou 31. Normal qu'il doit faire de l'argent. C'est normal qu'il doit faire de l'argent. Moi, je crois que déjà, vu que tu passes 2024, j'ai que 22 ans, ça veut dire on peut taper ça vers 25. Vers 25 et ça va. Si je prends 12 plus 12 à l'aise. Ouais, bien sûr. Franchement, j'ai le temps de me perfectionner. Et de toute manière, j'irai à l'UFC. Pas pareil si t'as 35 ans, c'est ça. Fin de carrière. En fait, moi, j'irai à l'UFC quand je suis prêt. Je sais que si je vais à l'UFC, les gars, c'est parce que je suis prêt à taper un top 10, top 5. Je vais pas à l'UFC, c'est pour dire, ouais, j'espère de voir où est-ce que je... Non. Parce que l'UFC, le problème, c'est qu'ils vont te mettre deux tests, et puis là, ils vont te dire, ok, lui, on te met lui. Tu vas pour conquérir. Ouais. Ça veut dire que l'UFC, ils vont te mettre bien un combat, deux combats, après, ils vont te mettre un test obligé. Et si tu te rates, tu te rates une deuxième fois, au revoir. Hein. Tu vois. Une petite question de Bucket Buenos, notre ami Sacha, que j'avais aussi dans mes questions. Comment c'est quoi le MMA en Belgique en ce moment là? Ça bouge un peu? Il y a des médias un peu comme nous qui sont à fond MMA. Pour le grand public, ça parle un peu ou c'est encore timide en Belgique? MMA Time, à part MMA Time où je sais qu'il y a des Belges dedans, je trouve que le MMA en Belgique, ça parle pas beaucoup.
Honnêtement, la vérité, monte, ouais. moi j'ai un agent de presse de dingue. Shout out à Nathan Soré. Un big shout out parce que lui, il a vraiment fait un taf de ouf pour avoir tous les médias généralistes qui parlent de moi, que ce soit le JT, que j'ai fait des interviews avec RTL, RTBF, donc c'est vraiment des gros médias. C'est énorme. En France, à part Gann, personne n'est passé au JT. Non, mais ça veut dire, genre, c'est la TF1, quoi. C'est la même chose. J'ai fait le JT de 19h30, ce qui est incroyable. Mais je veux dire, en termes de médias, tout ce qui est, par exemple, vous voyez, les petits trucs comme, allez, on va dire. Pugilat, Culture MMA, que ce soit, allez, je sais pas, AB Show, La Sueur, RMC Twitch qui parle de RMC Sport Combat, donc spécialement. Il n'y a pas ça en Belgique. Non, en Belgique, on n'a pas ça. Je trouve j'ai même plus de hype en France qu'en Belgique, limite. Juste les gens savent que je suis belge. C'était la question d'après. C'est ça. Aujourd'hui, ton public est presque plus en France ? Ouais, c'est ça. Je pense que depuis, en tout cas, surtout depuis l'AEF, la hype qui s'est créée en France est réelle. Et franchement, ça fait un grand plaisir. Et merci aux Français d'être comme ça, même avec les francophones. Et pas juste dire, on prend que les Français. Donc ça fait plaisir. Parce que pour les Belges, je pense que on mérite plus. Mais il n'y a personne encore en Belgique qui s'est dit, nous, on va faire des médias, on va faire des chics, on va faire des tchaks. Il n'y en a pas trop qui font ça pour l'instant. Donc c'est un peu dommage. Je crois que c'est avec grand plaisir qu'on accueille toute la communauté MMA francophone pour le coup. J'espère que ça va. Même Ozdemir qui était venu, notre ami suisse. Voilà, c'est tout ce qu'on peut mettre en avant. Ça fait vraiment plaisir. Deux autres points que je voulais aborder qui étaient importants. Déjà, sachez que Patrick arrive, il a l'air fringant comme ça, mais il sort d'un gros voyage en avion depuis Montréal. Il revient du Tristar Gym, donc t'es parti juste après l'AEF. Et Tristar Gym, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le gym d'une des plus grandes légendes de l'histoire du MMA, Monsieur Georges Saint-Pierre, ancien champion à l'UFC, un des plus grands combattants de l'histoire. T'as fait 2 semaines avec eux, c'est ça ? On a vu plein de vidéos où vous tourniez tous les deux, où ils te donnent beaucoup de conseils très précis même. Raconte-nous juste comment ça, c'était quoi tes 2 semaines avec JSP et comment t'as grandi là-bas en termes de conseils qu'il t'a donné et tout, quoi. Ouais, en fait, c'était incroyable. Je pense que les gens, tu sais, quand tu regardes quelqu'un à la télé tellement de fois, parce que moi c'est l'idole de mon coach et il m'a fait beaucoup analyser son style de combat dans pas mal de choses. Et quand tu analyses tellement un mec, tellement tous des trucs et tout, et que le jour où tu arrives à la salle, tu le vois comme ça devant toi, t'es là, putain. Parce que moi, j'ai vu Connor aussi devant moi, j'étais à USBG, donc ça veut dire que c'est des mecs où quand tu les vois devant toi, tu dis, putain, il est là. Tu dis, putain, il est en vrai. Tu sais que limite, t'as pas l'impression qu'ils existent, tu vois. Tellement ils sont loin. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que le premier jour, en fait, le jour où on arrivait, c'est décalage horaire, donc ça, c'est impossible de faire quelque chose. Mais je veux dire, le premier jour où je suis arrivé dans le gym, les gens, ils me regardent comme ça. Mon coach, il me dit, ouais, aujourd'hui, c'est sparring. Et donc moi je regarde, je dis gros, t'es sérieux? Premier jour. Sparring petit gant. Moi je dis vas-y, go, let's go, tu vois. Moi j'envoie la sauce direct, je me dis on va me tester. Il met avec qui? Arnold Allen. 4e UFC en featherweight. Vas-y, je me dis c'est un bordel lui, vas-y, il a flemme. C'est tout, j'envoie ça commence à tourner. Même Arnold il me regarde, il me dit ouais, where you from bro? Nah. Il me dit bro. Nice style, I like it. Je dis ok, lourd, tu vois. Donc on s'envoie et tout. Puis après, en fait, il y avait Firas, donc le coach de Georges Saint-Pierre. Il vient, il me dit ouais, va dans la cage. Je vois la cage, mon frère, que des tueurs. Il me dit premier gars, tu fais avec lui. Je me retourne, je vois Olivier Aubin-Mercier, champion du PFL. Je fais ok. Et ancien de l'UFC. J'arrive, je me dis on va checker, je check. Il m'envoie un jab, mon frère. Pouf, balle de fusil. Une bastos. Mais une bastos, hein. Pouf. Première fois de ma vie, je me prends des bastos, tu vois. Et je dis, wesh. Il est sérieux là, il y a encore un niveau, tu vois. Ouais. Je me dis, la vie de ma mère, il va voir. Je lui envoie, pouf, une autre bastos. Je dis, wesh. Le frère, il a des gaines à la place des mains ou quoi? Vas-y, c'est pas grave, on s'envoie. On commence à se mêler. Et en fait, Firas, il voit que moi, je veux pas mettre un pied derrière. Je lui dis, sa mère, gros. Voilà, on envoie, pam, ça s'envoie, c'est lourd, c'est un gros sparring, tu vois, mais il a un gros niveau. C'est le mec, franchement, avec lequel j'ai tourné, où j'ai le plus dur parce que c'est un sale gaucher, tu vois. Encore les droitiers, ça va. Et après, à partir de là, je tourne avec un autre mec qui est dans le tournoi PFL, Alex Martinez. Et là, Firas, il me dit, non, attends, toi, tu vas faire que avec lui, parce qu'il combat dans 3 semaines. Et il me dit, tu vas être son sparring partner de lui et Olivier Aubin-Mercier. Donc moi je suis là, je fais un round avec Alex, un round avec Olivier, un round avec Alex, et j'envoie bah. Et en fait, eux, les rounds, c'est 6 minutes, gros. Et ils font quoi? Dès que ça sonne, à chaque minute, tu dois directement lutter. Et après, restriker. Ta minute de repos, c'est de la lutte. Non, il n'y a pas de minute de repos, mais dans les 6 minutes. L'équivalent de ta minute de repos, c'est de la lutte. Ouais, c'est ça. Et c'est une dinguerie.
Et moi, le cardio, déjà le décalage horaire, je vois, je commence à avoir les bras qui fatiguent, je vois la garde, elle se remonte pas vite. Et tu sais, j'y vais au cœur. Le mec, il prend mon dos, je donne ma vie, je sors. Et Firas, il voit que je veux pas taper, je suis un chien de la carte. En plus, moi, je suis un mauvais perdant, tu vois. Ouais, ça va. Et Firas, il me dit, ouais, il vient comme ça chez moi, il me dit, ouais, t'as quel âge et tout. Je dis, ouais, j'ai 22 et tout. Il me dit, ouais, t'es quoi? Je suis amateur et tout. Il me dit, t'es où? Je dis, ouais, je suis numéro 1 en Europe et tout. Là. Il me dit, écoute, il me dit, ouais, refais encore des rondes avec Alex, mais venez dans la cage là tout seul. Et là, tout le monde nous regarde. Et là, je sais pas, genre, franchement, je me sens. Mon coach, il est derrière, il me regarde, il me dit, vas-y, tu vois, t'inquiète. Surtout, j'envoie la sauce. Et là, franchement, c'est un round de dingue. Hein. Mais il n'y a pas de caméra et tout, tu vois. La vérité, c'est comme ça, c'est chez eux, tu vois. Mais vraiment un gros round, tu vois. Où c'est vraiment, ça s'envoie et c'est partagé. Et là, Firas, il me dit, écoute, à partir de maintenant, tac, tu parles avec moi, nanani, nanana, tchac, tchac, tchac. Il va chez Tarek, il me dit, ouais, ton petit là, c'est une dinguerie. Il dit, lui, il doit revenir à Tristar direct. Tarek, il me regarde comme ça, il me fait un clin d'œil. Moi, je dis, vas-y, c'est tout. Moi, je suis déglingué. Hein. Moi, je suis au sol, je suis déglingué. J'arrive pas encore à m'habituer. Tu sais, il y a 6 heures de décalage, plus de 6 heures, j'arrive pas à m'habituer. Le lendemain, direct, je retourne avec les pros. Le lendemain, sur le lendemain. Et le lendemain, il y a JSP qui est là. Non, juste le cours après. JSP, il arrive. Moi, je vois JSP, je fais comme ça. Mais moi, dans ma tête, je me dis, je suis un combattant, ça veut dire qu'il faut pas que je commence à trop faire le suceur, tu vois. Donc, vas-y, t'as vu, respecte et tout, le mec, il vient s'entraîner. Je sens pas l'avoir vu, mais je rate quand même un petit coup d'œil. Ouais, je regarde comme ça, tu vois. C'est comme une groupie, tu vois. Je regarde en vite, tu vois. Et là, il me dit, ouais, viens, on tourne. Moi, je me dis, let's go, tu vois. Moi, je me dis, tu sais quoi, go. Je me dis, la vie de ma mère, je vais arriver à marquer un takedown. Je me dis, je vais y arriver. J'y vais, je me prends un sprawl, mon frère. Oh là là, ma tête dans le tapis. Je me dis, putain. Et là, il me prend une single leg. Tu sais comment il m'a envoyé? Il m'a soulevé là, il m'a remis là. J'ai dit, wesh. J'ai dit, c'est ça le niveau. Il y a encore un gap. Tu vois quand t'es dos au sol et que tu fais rien pendant 5 minutes de grappling où le mec il te contrôle et que t'envoies que des kimura de nulle part. Et après, mais en fait, à un moment, je sais pas, à la fin, j'arrive à sortir, je fais des trucs vraiment explosivité, tu vois, parce que je suis un combattant explosif. Et là, il vient, il me parle, il me dit, ouais, t'as quel âge, toi? Il dit, tu viens d'où et tout? Il dit, putain, t'es vraiment fort. J'ai dit, mes frères, t'es sérieux, quoi? Je me suis fait ragdoll pendant. Il me dit, non, la manière dont t'es sorti, la manière dont. T'as défendu. À la dernière minute, il me soumettait, enfin, je défendais, ou je sortais, ou tu vois. Il me dit, ouais, non. Et il va chez mon coach, je dis, et il commence à me parler. Il me dit, ouais, regarde ça, quand tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il me dit, viens avec moi. Et tu sais, il me prend dans le tapis, et il me parle pendant genre, tu sais, franchement, 1 heure. Il montre que des techniques. C'est les vidéos qu'on a vues là. Ouais, 1 heure. Et alors là, t'as un mec qui passe à côté. T'as l'impression de plus progresser qu'en 8 jours en 1 heure. Mais de dingue. Moi, je commence à. Tu sais que moi, mon sol, je commence à voir des trucs, je fais des trucs et tout. Je dis, ah ouais, l'eau. Il me dit, ouais, là, c'est des petits détails. Que des détails, en fait. Tout est dans le détail. Et il vient, il me dit, regarde, MMA, il y a 3 concepts, nanani, nanana. Et tu sais, il m'explique pendant 1 heure. Et genre, mon coach, il me dit, ouais, tu te rends compte de ce qui s'est passé? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, là, le mec là qui t'a parlé, c'est qui? Je dis, ouais, Georges Saint-Pierre. Il me dit, ouais, il t'a parlé pendant combien de temps? J'ai 1 heure. Et il dit, t'étais avec qui? Je dis, bah, tout seul. Il me dit, donc tu te rends compte de ce qui s'est passé? Je dis, non, gros, qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas, tu vois. Moi, je suis pas un mec qui. Il me dit, gros, Georges Saint-Pierre, ça donnait 1 heure de son temps après l'entraînement pour te parler. Il fait pas ça à tout le monde. Non, mais. Et en fait, la vérité, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est qu'à la salle de base, il vient, il check tout le monde, mais après, il part, tu vois. Et chaque fois, il venait me parler, chaque fois, il me montrait des techniques, chaque fois. Et puis, il me dit, ouais, tu sais quoi, viens. Il me dit, viens, on reste en contact, on se texte. Moi, je dis, ouais, bien sûr, gros, let's go. Pour l'équivalent, hein, si vous êtes basketteur, c'est comme si vous passiez 1 heure avec Michael Jordan et qu'ensuite ils disent on se texte. Hein, ouais, c'est ça. Et il prend mon contact, on commence à se texter. Et il me dit, écoute, nanani, nanana. Et il me dit, ouais, tu fais quoi à Montréal et tout? Je dis, ouais, à Montréal, on n'a pas encore visité, on connaît pas d'endroit. Le mec, il m'envoie un message comme ça, avec toutes les adresses de Montréal, par jour. Et il me dit, tu dois faire ça, tel jour. Je dis, ouais, j'étais sérieux. C'est royal. Je dis, c'est une dinguerie. Et après, il a tourné avec toi tout le reste du voyage? Ouais, tout le temps. Et après, en fait, Firas, il me dit, ouais, faut que tu me passes ton numéro. Et il dit, Firas, il me dit, ouais, moi, je veux que tu viennes ici et tout là. C'est une idée qui pourrait te traverser l'esprit ou pas du tout? En tout cas, y retourner, on va y retourner. Ouais. Y retourner, on va y retourner. Ouais, je parlais pas de s'installer définitivement, mais y retourner régulièrement. Ouais, y retourner régulièrement, ça, ouais, bien sûr. Et puis même, Georges, il m'a dit, ouais, moi, je veux que tu reviennes et tout. Je te prends un peu sous mon aile et tout. Donc, il m'a vraiment, vraiment pris sous son aile. Firas et Georges, c'est une dinguerie. Ouais, c'est top. Et ouais, je pense que ça a été choquant. Et le truc qui m'a le plus choqué, je crois, j'étais 1 heure du matin. J'étais posé comme ça devant la piscine et tout. Et tu sais, à Montréal, t'as des vues de dingue, avec des rooftops et tout. Et là, je vois quoi? Je suis sur mon téléphone, je vois Georges Saint-Pierre, vous a mentionné en story. Et moi, je bug, tu vois. Moi, je me dis, c'est l'inverse. Ouais, moi, je me dis, c'est un bug, tu vois. Et je vois, il met une story avec moi et il dit, I try to help the new generation.
Et il me tag. Et les gens, tu vois, sur mon Insta, ils deviennent fous. Ils disent, mais gros, c'est pas possible. Il dit, ouais, tu l'as payé. Je dis, mais non, gros. Sponsorisé. Tu vois, je dis, mais rien à voir. Tu sais, je l'ai même pas demandé. Tu sais que la vidéo, c'est même pas moi qui l'ai. Je l'ai même pas. Je l'ai même pas, tu vois. Je l'ai même pas la vidéo qu'il a postée. On n'est pas prêt à JSP dans le coin de Patrick pour son premier combat pro. Et je te jure, et vraiment. Non, mais de toute façon, après, voilà, je peux pas trop en dire non plus. Mais je veux dire, genre. Mais les liens sont forts. Enfin, sont déjà forts. Ouais, les liens sont forts. Et les messages qu'il m'a envoyés sont vraiment forts. Et la manière dont il me parle, c'est genre en mode, il me dit, genre vraiment là, reste concentré parce qu'il y a vraiment quelque chose de. Même Firas, il est venu, il m'a dit, non, là, honnêtement, il a dit honnêtement, ce mec-là, c'est. Un peu un mentor. Et vraiment en mode mentor, tu vois. Et pourquoi tu étais, au fait? Parce que je t'ai pas demandé. En gros, j'ai gagné le Level Fight League. C'est le level. Le tournoi, c'était sur 3 combats. Les 2 premiers, j'ai endormi les mecs en 50 secondes. Et puis le dernier, j'ai pris la ceinture. Ouais, je suis toujours endormi. C'est divisé, il endort encore. Il fait chier. Et c'est en fait, avec la ceinture, t'avais une sorte de package. Il y avait un package, j'avais un cash prize et en plus un package pour aller au Tristar. C'est génial. Tout frais payé. Non seulement tu gagnes un combat, mais tu gagnes quasiment un avenir avec un mec qui va. En fait, ça c'était pas sûr parce que les autres mecs qui sont partis, par exemple, il y a rien. Ouais, bien sûr. Mais moi, toi, dans ton cas, en tout cas, c'est. Je suis arrivé et après, il m'a dit, Firas, il m'a dit, écoute, mais à chaque fois que tu viens, vas-y, t'as eu, toi, tu viens, tranquille. Tu viens, tu t'occupes juste des entraînements. C'est moi qui t'entraîne, c'est moi qui. Et moi, j'ai regardé mon coup, j'ai dit, c'est une dinguerie. Et là, franchement, on s'est rendu compte du truc de ouf que c'est. Et ouais, là maintenant, quand je suis revenu, l'expérience que j'ai prise, ça m'a vraiment conforté dans le niveau que j'avais et dans ce que je pouvais atteindre. Des fois, tu te dis, ouais, je vais aller à l'UFC, mais t'as jamais vu des mecs de l'UFC. Ça veut dire que tu sais pas te situer. Et là, maintenant, je me suis vraiment vu, j'ai dit, ok, je suis vraiment capable d'arriver à ce niveau-là. T'as raison, parce que t'aurais pu te dire, oh putain, c'est trop loin. Non, là, ça te conforte. Et ça me conforte. Et en même temps, il y a une marge de travail, une grosse dose de travail à faire. Mais ça me conforte dans le truc où quand on dit pépite ou prodige ou prospect, oui. Okay. Je le pense maintenant. Et dernière question, Patrick, parce que pour le coup, dans 5 minutes, on doit partir à l'autre enregistrement qu'on a, parce qu'on dit à ceux qui nous suivent, on aura un Fighter Club aussi avec Patrick qu'on va tourner juste après. Dans tes interviews, tu as dit aussi plusieurs fois que tu voulais être le dernier des pirates. Explique-moi pourquoi et ça vient d'où? Le dernier des pirates, ça vient de One Piece. Ça vient de One Piece et en concurrence Morgan Charrière? En concurrence, je sais pas. C'est une bonne concurrence en tout cas. C'est une bonne concurrence parce qu'on s'entend bien. Mais c'est une passion donc des mangas, de l'histoire de One Piece. C'est une passion des mangas. En quoi il t'inspire en fait One Piece? En fait, One Piece, c'est quoi? C'est le fils à un petit jeune. Il est venu dans un game où tu vois tous les pirates. Il y a des vieux, il y a des mecs qui sont déjà établis. Tu sais, des Yonko, c'est genre des empereurs. C'est-à-dire ils sont déjà établis. C'est-à-dire ils ont déjà leur base. Ça veut dire c'est déjà eux les mecs du game. Lui, il est venu devant tout le monde. Et là, il t'a eu là. Je vais tous vous défoncer. Et il le dit, tu vois, mais en mode, tu sais, les gens ils vont dire, mais il est trop hautain. Comment il ose dire ça à son âge? Et tu vois que, et c'est pas le fait, il gagne pas tout le temps. Ça que j'aime bien. C'est que tu vois, dans tous les mangas, souvent, c'est ouais, il gagne. Chaque fois, le mec, tu sais, il va mourir, puis il y a une attaque éclair qui arrive de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un tonnerre qui arrive et il gagne. Non, là, des fois, il se fait défoncer. Tu vois, il se fait bien malaxer. Mais il se relève, il revient. Et à la fin, en fait, il va devenir le roi des pirates par la force des choses et la détermination. Et il est jeune et il n'a pas peur de le dire des jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça que j'affirme. C'est que je veux être le numéro 1. Je veux, plus tard, créer quelque chose que personne ne l'a fait. Déjà en amateur, je vais être le meilleur amateur quand je vais quitter le circuit. Ça veut dire que là, j'ai 3 ceintures internationales plus vice-champion d'Europe. Je veux avoir un titre IMAF et une 4e ceinture ou bien être double champ. Ça veut dire que là, il n'y a personne qui l'aura fait avec les performances que j'ai faites. Il n'y aura personne qui battra ce record avant un bon petit temps et c'est ce que je veux. Et après en pro, arriver tout défoncer. Plus laisser aucun doute chez les amateurs. Plus laisser aucun doute, être le numéro 1 vraiment de ce qui s'est fait en amateur, arriver en pro, tout défoncer. Et le truc, c'est que c'est pas en mode parce que je veux être le dernier des pirates, je suis en concurrence avec Morgan ou je suis en... Non, bien sûr. Non, c'est même pas ça, mais c'est juste que dans le sens où même Morgan, je lui ai dit l'autre fois, j'ai dit ouais, c'est because the Life Pirate, tu vois, je lui ai dit moi c'est Mugi, hein, c'est la nouvelle génération, t'as capté? Nous ça veut dire c'est nous les nouveaux, c'est nous on arrive maintenant. Alors il a dit ouais, t'es une galère toi. Il m'a dit t'es une galère. On a bien rigolé, c'est vraiment un bon. Mais je veux dire voilà, la nouvelle génération, bah voilà, je pense que c'est le cours des choses. Il y a l'ancienne, eux ils font leur truc. Ils sont déjà établis. Quand Morgan sera sur la fin de carrière, ben moi je serai en train de pousser pour devenir allez vas-y on va dire établi. Et puis quand moi je serai établi, ben t'auras les prodiges qui poussent pour. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un cycle. C'est le cycle de la vie. Le cycle. Et puis en fait symbole de cette nouvelle génération, que c'est pas que en MMA, dans beaucoup de pans de la société, du sport ou de la société, où les jeunes arrivent avec beaucoup d'ambition aujourd'hui, afficher une confiance en eux aussi. C'est pas les mêmes parcours, mais des Mbappé, des Wembanyama, tu vois, ces générations-là qui arrivent avec
des idées bien cadrées de ce qu'ils veulent. Mais la différence, elle sera peut-être encore plus grande parce que eux, comme je pense à Saladin aussi, ils sont nés avec le MMA. Et alors que les autres, parfois, on entend dans ton discours qui était vraiment extrêmement complet, etc. Alors que d'autres qui viennent parfois, je sais pas, du debout ou du grappling, ils ont souvent un petit déséquilibre avec des choses qu'ils n'aiment pas. Mais j'ai beaucoup combattu dans plusieurs disciplines. Hein. Moi, les gens ils savent pas, mais j'ai fait 3e au championnat d'Europe et BJF par exemple. Ouais, ça je l'avais noté. J'ai fait 3e. On va en parler. En fait, les gens ils pensent. Maintenant, en fait, c'est parce qu'ils voient les KO et tellement ça prend de la place qu'ils me disent ouais, striker. Mais gros, non. Ta vraie spécialité, c'est à la base, c'était le sol. Hein. Ouais, à la base, c'était le sol. En plus, j'ai fait même du sambo. J'ai fait du jiu-jitsu fighting. Ça, les gens, ils savent pas. L'autre style de jiu-jitsu. Un style que même Georges Saint-Pierre en fait a fait. Lui aussi dans karaté combat, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai. Enfin, mais il y a plein de trucs qu'on peut expliquer, mais je pense que. On va en reparler. Exactement. La suite, vous la retrouvez dans le Fighter Club avec. Je pense que ça va intéresser Joe très fort le côté jiu-jitsu. Voilà, et grappling. Non mais Joe c'est une galère lui. Vas-y. C'est les mecs qui poulent ça, j'aimais pas ça, j'ai arrêté. C'est pour ça j'ai arrêté. Oh, je sens que les débats vont être sympas. J'ai arrêté. Merci Patrick.